Earl Stone est un vétéran de la guerre de Corée qui dirige aujourd'hui une entreprise horticole à Peoria. En 2005, il est au sommet de sa carrière. Ses fleurs et ses plantes ornementales sont très prisées et sont expédiées dans des villes partout en Amérique. À l'occasion d'un grand salon, Earl devient l'un des horticulteurs les plus réputés de la région. Et grâce à ses années de travail acharné, il reçoit même une médaille du mérite. Ce soir-là, tout semble être une victoire parfaite pour Earl, mais pour sa famille, c'est une toute autre histoire. Le jour du mariage de sa fille Iris, tout le monde attend, mais Earl ne se montre pas. Pendant des années, Earl a toujours fait passer son travail et ses plantes avant sa famille. Le temps passé, finalement, la vie le rattrape. En 2017, l'entreprise d'Earl s'effondre. La banque saisit sa maison. Son mariage vole en éclats et, soudain, il n'a plus nulle part où aller. Sans véritable plan, il se rend chez sa nièce Ginny, où celle-ci organise une fête prénuptiale. Ginny est sincèrement heureuse de le voir, car il est rare qu'Earl se présente à un événement familial. Mais l'ambiance change dès l'arrivée d'Iris et de Marie. Iris en a assez après des années de déception, et Marie n'est pas du tout plus indulgente à ce sujet. Puis Marie remarque la voiture d'Earl remplie d'effets personnels et comprend immédiatement ce qui se passe. Earl n'est pas là pour la fête de Ginny. Alors qu'Earl s'apprête à partir, un invité de la fête nommé Rico s'approche de lui. Rico suggère à Earl de devenir coursier, quelqu'un qui transporte simplement des colis d'un endroit à un autre. Le lendemain, il se rend donc à l'adresse que Rico lui a donnée. Mais une fois à l'intérieur, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Plusieurs hommes l'attendent et l'un d'eux est armé. Il commence à lui poser des questions sur la voiture et sur la façon dont le colis pourrait y être placé. Et Earl, toujours aussi désinvolte, suggère que le colis puisse simplement aller dans le coffre. Puis les règles sont rapidement énoncées. Quand Earl arrive à destination, il doit laisser la voiture pendant 1 heure entière. Il doit mettre les clés dans la boîte à gants et le paiement y sera également déposé. Earl ne veut pas d'ennui, alors il fait profil bas, monte dans la voiture et se concentre sur la mission. Pendant ce temps, l'agent Collins vient d'être muté de New York au bureau des stupéfiants de Chicago. Le premier jour, il est accueilli par son supérieur et présenté à son partenaire, Trevino. Collins est connu pour son dynamisme, il ne perd donc pas de temps. Presque immédiatement, il descend dans la rue, scrutant la foule à la recherche de sa première véritable piste. Le premier homme dans son viseur est Louis Roy. Collins lui rend visite cet après-midi-là. Louis est clairement pris au dépourvu et affirme d'emblée n'avoir rien à voir avec la drogue. Désormais, Louis coopérera avec la brigade des stupéfiants. S'il refuse, un mandat d'arrêt sera émis et la fuite ne sera pas une option. Après près de 16 heures de route, Earl arrive enfin à destination, un hôtel modeste. Il range les clés de la voiture dans la boîte à gants et s'en va, pour revenir 1 heure plus tard. Earl est stupéfait par la somme d'argent. À ce moment-là, un inconnu s'approche, le félicite pour son travail et lui tend une carte de visite. Cherchant à réparer la déception causée précédemment à sa nièce, Earl se rend au mariage de Ginny. Il tient également sa promesse en payant le traiteur. La cérémonie se déroule sans accroc et, pour une fois, tout le monde semble heureux. Earl va même plus loin et tente de se réconcilier avec son ex-femme. Mais Marie n'est pas prête à tourner la page. Voyant à quel point le métier de coursier est facile et combien il rapporte, Earl retourne au magasin de pneus, cette fois au volant d'une voiture neuve. Il est accueilli chaleureusement et, sans trop de bavardage, le colis est chargé dans le coffre. À ce stade, Earl refuse encore de croire qu'il a affaire à de la drogue. Dans son esprit, il s'agit simplement d'un autre type de cargaison illégale liée au secteur automobile. Même si la destination est la même, Earl choisit un itinéraire différent. Comme toujours, il conduit tranquillement et s'arrête même dans un marché pour acheter des fruits. À son arrivée, il semble détendu, il plaisante même avec les membres du cartel qui l'observent. Pendant ce temps, Luigi continue de refuser de coopérer et est emmené pour être interrogé. La situation change lorsqu'il se rend compte que Collins dispose de suffisamment de preuves, de drogue et d'armes, trouvées chez lui, pour l'envoyer en prison à vie. L'argent de la deuxième livraison suffit à Earl pour récupérer sa maison et les biens que la banque lui avait confisqués. Après avoir tout réglé à la banque, il se rend au centre social local des anciens combattants. À son arrivée, il trouve les lieux dans un état déplorable à la suite d'un récent incendie. Sans réparation, le centre devra fermer définitivement. Souhaitant aider à sauver l'endroit, Earl accepte de continuer à travailler comme passeur. Cette fois-ci, cependant, quelque chose a changé. Quand il demande ce qu'il y a dedans, personne ne lui répond. Comme auparavant, Earl essaie d'ignorer ce qu'il transporte et met sa curiosité de côté. À mi-chemin environ, cette curiosité revient plus forte que jamais. Earl finit par se garer et inspecte lui-même le sac. À l'intérieur, il y a des kilos et des kilos de drogue. La panique s'empare de lui et, alors qu'il s'apprête à partir, la police débarque soudainement. Lorsque le chien renifleur se met à aboyer et est lâché,
Earl s'enduit rapidement les mains de dentifrice et s'approche pour saluer le chien. L'odorat du chien est induit en erreur et l'agent laisse Earl poursuivre son chemin. Au même moment, Luich est emmené faire le tour de Chicago par Collins et Trevino, qui lui expliquent comment leur chef vend de la drogue. Il révèle que les livraisons proviennent de différentes villes et sont déposées à des endroits précis, généralement des hôtels. Les coursiers laissent leur voiture garée, une fois la drogue récupérée, ils déposent le paiement. Earl effectue avec succès sa 3e livraison et, cette fois-ci, la somme le bouleverse. Il l'utilise pour aider à rénover et rouvrir le centre social des anciens combattants. Lors des 4e et 5e livraisons, il transporte des cargaisons plus importantes sans hésitation. Il apprécie les trajets, reste calme et réagit à peine aux sommes d'argent de plus en plus importantes. Pendant ce temps, au Mexique, un homme du nom de Laton, le chef du cartel qui approvisionne à l'US Superior en drogue, remarque les performances d'Earl. Impressionné, Laton planifie une expédition importante et charge l'un de ses hommes, Julio, de surveiller Earl. Quelques jours plus tard, Earl retourne au magasin de pneus comme à son habitude. La situation change lorsque Julio arrive et ordonne à Alio de tout charger immédiatement dans la voiture d'Earl. Ne voulant pas causer de problème, Earl obéit et reprend la route, conduisant comme à son habitude. Cette livraison ne se fait pas dans un hôtel comme d'habitude. Elle le mène plutôt dans un endroit qui ressemble davantage à un garage. Les personnes présentes sont prises au dépourvu, car Earl n'est pas censé livrer le colis à cet endroit. Quelques instants plus tard, Julio arrivait, après un bref malentendu, tout le monde comprend que Julio agit pour le compte de Latin. Earl explique qu'il a suivi l'adresse qui lui avait été envoyée par SMS, un message provenant directement du Mexique, ce qui signifie qu'il avait été envoyé par Layton lui-même. Plus tard dans la nuit, Julio appelle Layton et demande la permission de tuer Earl. Layton rejette l'idée. Avant de raccrocher, Layton rappelle une nouvelle fois à Julio de traiter Earl avec prudence. Quelques semaines plus tard, Collins rencontre Louis pour faire le point. Louis apporte un registre des expéditions. Il explique qu'une livraison se démarque des autres. Une expédition gigantesque portant sur des centaines de kilos, entièrement transportée par un individu connu simplement sous le nom de « le vieux ». Comme toujours, Earl conduit tranquillement et emprunte à chaque fois des itinéraires différents. Chaque fois qu'il repère un bon restaurant, il s'arrête, obligeant Julio à le suivre. Après l'un de ses repas, un policier s'approche de Julio et commence à lui demander ce qu'ils font là. Heureusement, Earl intervient et explique qu'il s'agit d'ouvriers qui l'aident à déménager. La livraison de ce jour-là s'avère être la plus importante jamais effectuée pour le cartel de Layton. En guise de récompense, Layton invite Earl chez lui. On lui fait visiter les lieux et il est traité comme un invité d'honneur. Une grande fête est organisée en son honneur, avec de la musique, des boissons et beaucoup d'attention. Earl savoure chaque instant. Pendant ce temps, Collins et la police locale font une descente dans un lieu considéré comme un important point de livraison de drogue. Ils ne trouvent que quelques résidents sans papier en possession de petites quantités. Quelques semaines plus tard, Earl assiste à la cérémonie de remise des diplômes de génie. Le moment est calme et bref. Peu après, tout bascule au sein du cartel. Alors que Layton s'entraîne au stand de tir, l'un de ses hommes l'abat par derrière. L'ordre vient de Gustavo, l'un des plus proches collaborateurs de Layton. Gustavo estime que Layton est devenu trop laxiste. Avec ce changement de pouvoir, Earl est emmené dans un endroit isolé et reçoit un avertissement clair. S'il ignore les instructions ou prend les choses à la légère, son sort sera le même que celui de Layton. Quelques semaines plus tard, Earl reprend ses livraisons et arrive alors au magasin de pneus. Ailleurs, Louis informe Collins que le passeur connu sous le nom de « le vieux » devrait arriver cette nuit-là dans un motel appelé Hay. Collins et son équipe se déplacent rapidement et se rendent directement sur place. Collins soupçonne un homme musclé qui porte une arme. L'homme est arrêté, mais la fouille ne révèle qu'une petite quantité de drogue. Earl observe l'arrestation en silence depuis le motel. Le lendemain matin, il croise par hasard l'agent Collins dans un café. Au cours de la conversation, Earl apprend que Collins a manqué son anniversaire de mariage. Earl l'encourage à ne pas attendre trop longtemps et à arranger les choses tant qu'il est encore temps. Earl réfléchit ensuite à sa propre vie. Environ une heure plus tard, Earl reçoit un appel de Ginny. Elle lui dit que Marie est gravement malade et que le médecin dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Au début, Earl hésite. Ginny est bouleversée par son hésitation et raccroche. Finalement, Earl choisit sa famille. Il fait demi-tour, sachant très bien que Gustavo va être furieux. C'est l'occasion pour lui de réparer une vie passée à faire passer le travail et ses intérêts personnels avant tout. La disparition soudaine d'Earl met Gustavo en rage. Earl exprime un profond regret pour tous les moments qu'il a manqués et s'excuse pour la douleur qu'il a causée à Iris au fil des ans. Avant de rendre son dernier souffle, Marie fait savoir à Earl qu'elle ne l'a jamais vraiment détesté. Avant qu'Earl ne reprenne son voyage, Iris l'invite à passer Thanksgiving en famille. Ce plan tombe à l'eau lorsque deux membres du cartel le trouvent lors d'une halte dans des toilettes publiques.
Ce qui le sauve, c'est une annonce nécrologique pour sa femme trouvée dans la poche de sa veste, qui corrobore son explication. Les hommes appellent Gustavo et le supplient de donner une dernière chance à Earl. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'appel est sur écoute par Collins. Une fois la position confirmée, des hélicoptères sont envoyés pour survoler la zone à la recherche d'une camionnette noire. Avec l'aide de plusieurs agents, Collins parvient à intercepter et à arrêter Earl sans aucune résistance. Quelque temps plus tard, Earl est jugé pour ses crimes. Alors que son avocat commence à énumérer les moyens de défense possibles, Earl l'interrompt et plaide ouvertement coupable de toutes les accusations. Avant qu'Earl ne soit transféré dans une prison fédérale, Iris lui promet qu'elle viendra le voir dès qu'elle le pourra. Il se souvient des paroles de Marie, selon lesquelles elle n'avait jamais eu besoin de richesse pour être aimée par sa famille. En prison, son visage semble serein, comme celui d'un homme qui a enfin fait le point sur sa vie et qui n'a aucun regret.